fou en G5, dis-je dans le micro. Le fou prend le pion. Échec. Un léger grésillement électrique résonna dans le casque tandis que Donovan réfléchissait à son prochain coup. Nous étions à des kilomètres l'un de l'autre, séparés par une violente tempête de neige qui noyait le monde extérieur dans un flou blanc cotonneux. Dans mon esprit, je pouvais encore le voir se tortiller sur sa chaise d'ordinateur, ses lèvres bougeant doucement alors qu'il murmurait pour lui-même son prochain coup. « Roi en D7 », répondit Donovan. « Impossible. La dame est en A4. Tu te mettrais toi-même en échec. » Un léger grognement s'échappa du casque. Donovan avait dormi peut-être 3 heures. Il n'avait pas la tête au jeu. Les cauchemars le rongeaient, comme nous tous, à notre manière. Mais moi, j'étais habitué à dormir peu. Avant de travailler à la station de recherche américaine à distance, l'avant-poste Delta, je vivais avec mon frère aîné et sa petite amie. Ils avaient un enfant de 2 ans et un nouveau-né. Le sommeil était un luxe que je n'avais pas connu depuis presque 3 ans. « Très bien », dit Donovan d'un ton de défi. « Roi en C8. »« Cavalier en E7. Échec. Encore. »« Emma, tu crois que je vois pas ce que tu fais ?»« S'il te plaît, éclaire-moi, » répondis-je en tentant de réprimer un rire. « Qu'est-ce que je fais ?»« T'essaies de me coincer dans le coin. » rétorqua Donovan. « T'as de la chance que j'ai plus, madame. Ton roi est complètement à découvert. » Tu devrais peut-être faire quelque chose pour ça une fois que tu ne seras plus en échec. Ouais, très drôle. Continue de rigoler. Il ne bougea pas pendant un moment. Puis, lorsqu'il se décida, sa voix était plus grave. Roi en B8. Tu t'approches sacrément de ce coin, mon ami. Pourquoi on n'a pas juste joué à devine qui comme je voulais? Parce qu'on a joué à devine qui près d'une centaine de fois et j'en ai marre. Mais je déteste les échecs. Je les hais vraiment. Tu n'as juste pas la patience pour ça. Depuis 1 an qu'on se connaissait, c'était la première chose que j'avais comprise sur lui. La deuxième, c'était qu'il était un cinéphile invétéré. Quand il ne perdait pas son temps à jouer à des jeux de société avec moi ou à travailler, il était affalé sur le canapé avec un sachet de pop-corn sur les genoux, à regarder un film. « Tu sais ce qui me manque ?» dit-il. « Les pizzas de Papa John et Netflix ?» Oh, allez, franchement, qui ça ne manque pas? On en rit ensemble. RuneScape me manque. Je n'y ai jamais joué. Mon frère, oui, pendant un moment. Je peux te dire que c'est beaucoup plus fun que les échecs. Tu dis ça seulement parce que tu es en train de perdre. Avant qu'il ne puisse répondre, une autre voix interrompit notre conversation. Est-ce que l'un de vous a parlé à Edvard récemment? C'était Mia de la cabane G. Nous faisions tous partie d'une équipe de recherche étudiant des phénomènes étranges en Antarctique, des secousses récentes, des comportements climatiques inhabituels, tempêtes violentes. 2 ou 3 par semaine, suivies de journées étonnamment chaudes. Pas chaudes dans le sens habituel, mais relativement, il faisait plus chaud qu'il n'aurait dû en Arctique. Non, je ne crois pas, répondis-je en vérifiant le journal quotidien à côté de mon poste informatique. Il n'est pas passé sur le canal public depuis ce matin. Don? Demanda Mia. Un appel rapide sur un canal privé vers 2 ou 3 heures, dit-il. Rien d'important. Il voulait juste savoir si j'avais besoin de plus de provisions avant d'envoyer le registre à la compagnie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a contacté il y a environ 1 heure. Un peu tôt pour un appel booty call, tu trouves pas? Le canal se fit silencieux, à part le souffle du vent et les grésillements de la tempête. Je plaquai ma main contre ma bouche pour ne pas éclater de rire. Désolé, pas drôle, dit Donovan, mais son ton trahissait un sourire. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Rien. Dit-elle. C'est juste que je n'arrive plus à le joindre. Il fait sûrement une sieste. Pas facile de garder un rythme de sommeil normal ici. Il n'avait pas tort. Les nuits semblaient interminables, et les jours filaient en un éclair. Une obscurité quasi permanente. L'augmentation des tempêtes n'aidait pas non plus. Difficile de sortir de sous les couvertures quand on était en permanence assailli par le froid. Nos cabines avaient des chauffages, mais ça ne valait pas la chaleur réconfortante des couvertures fournies par la compagnie. Certains jours, tu sais, ces journées-là, je ne quittais même pas mon pyjama. Ces matins-là, je ne prenais même pas de café.
Juste un chocolat chaud, blotti sur ma chaise de bureau, une couverture sur les épaules, en essayant de ne pas m'endormir. C'était particulièrement difficile en basse saison. Le reste de nos collègues avaient été évacués pour les vacances. Nous étions 4 à avoir volontairement accepté de rester comme équipe réduite. Continuer la surveillance jusqu'après le Nouvel An. Les autres devaient revenir le 6 janvier. Ensuite, nous serions rapatriés pour une dizaine de jours de congé. Voir nos proches, ou faire ce qu'on voulait. Pas un mauvais compromis, surtout avec la paix supplémentaire. 1,5 fois en semaine, double le week-end. Je ne sais pas. Dit Mia doucement. Sa voix était un murmure étouffé par le mur de parasites. Quelque chose ne tourne pas rond. Qu'est-ce qu'il t'a dit en dernier ? Demandai-je. Il pensait que quelqu'un frappait à sa porte. Foutaise. Coupa Donovan. Non, je t'assure. Je dis pas qu'il ment, mais c'est impossible. Y a personne d'autre ici à part nous. Il doit juste dormir un peu plus. Encore une fois, il n'avait pas tort. Mais pour dormir plus, il faudrait déjà dormir un peu. Ce n'est pas tout. Continua Mia. Il a regardé dehors et a vu des traces de pas dans la neige. Il croit avoir vu quelqu'un. Je pivotais sur ma chaise pour accéder au radar de navigation, à gauche de mon bureau. L'écran affichait une grille circulaire avec toutes les cabines préenregistrées dans le système. Avec l'équipe complète, il y aurait eu 26 points colorés à l'écran, un par cabine. Là, seulement 4 étaient actifs. Un à la cabine C, Donovan. Un à la cabine J, moi. Un à la cabine Iktring, Mia. Edvard, lui, était censé être à la cabine R, mais son transmetteur émettait à environ 3 km au nord de la cabine monsieur. « C'est pas vrai », murmurai-je en redémarrant le système dans l'espoir d'un recalibrage. Ça nous était déjà arrivé, il y a presque 2 mois. Une interférence quelconque avait déréglé tout notre matériel. Les GPS dispersèrent nos balises. Les lumières s'éteignaient toutes seules. Les communications étaient coupées pour la moitié des cabines. Un vrai chaos. Oscar, de la cabine D, avait même eu une panne de courant. Heureusement, le générateur de secours avait tenu assez longtemps pour que Rita, de la cabine L, vienne faire une maintenance urgente sur son tableau électrique. Circuit grillé, câbles corrodés, tout avait dû être remplacé. Ça avait été dur pour Donovan. La compagnie n'avait pas pu envoyer de pièces de rechange avant une semaine, donc lui et Oscar avaient dû partager leur espace de vie pendant un temps. Les cabines font à peine la taille d'un studio, un peu plus peut-être. Tu imagines bien qu'un endroit exigu, ce n'est pas idéal pour vivre à 2, et tu ne peux pas vraiment te plaindre sans être entendu. Après coup, il l'avait bien pris. Oscar avait demandé un colis lors d'une commande de ravitaillement. Cerises enrobées de chocolat, chips en tout genre, et plein d'autres sucreries qu'il avait offertes à Donovan. En retour, Donovan avait commandé des livres, des films et des jeux pour la 3DS d'Oscar. Finalement, le radar revint en ligne. Les points restèrent les mêmes. Le transmetteur d'Edvard l'indiquait toujours près de la cabine M, perdu au milieu de nulle part. « Mia ?» dis-je dans le micro. « Est-ce qu'Edvard t'a dit autre chose ?» « Non. » répondit-elle. Je lui ai dit que c'était probablement ses propres empreintes de la veille ou un truc du genre. Je lui ai rappelé qu'il n'y a que nous ici. J'ai vérifié le radar. On dirait qu'il est près de la cabane de Henry. Qu'est-ce qu'il fout là-bas ? S'exclama Donovan. Aucune idée, répondis-je. Continuez d'essayer de le joindre avec son appareil portatif. Je vais sortir le Snowcat pour aller voir ce qui se passe. Si vous arrivez à le contacter, passez-moi un appel radio. Les cabanes étaient espacées d'environ 1 km les unes des autres. La distance pouvait varier selon le relief. Long à pied, mais rapide avec le chasse-neige. Enfin, en supposant que la météo se montre clémente. Malheureusement, ce n'était pas le cas. La neige tombait en rideaux, frappant le pare-brise de projectiles de glace, s'y collant instantanément. J'avais activé les essuie-glaces, mais dans une tempête pareille, il ne faisait pas de miracle. Il me fallut environ une demi-heure pour y arriver. Et même en arrivant, je n'étais pas certaine qu'Edvard soit réellement là. Tout était blanc. Les bourrasques tourbillonnaient en spirale, formant un entonnoir autour de moi, à tel point qu'il devenait impossible de distinguer le haut du bas, la gauche de la droite.
Je tirai la capuche de mon manteau sur ma tête et m'attachai au snowcat avec une corde d'alpinisme. Épaisse et résistante. Enroulée sur presque 100 mètres. De quoi couvrir la longueur d'un terrain de football. Ça peut paraître idiot, mais dans un environnement pareil, il ne faut pas grand-chose pour se perdre. Et avec les températures glaciales, on ne peut pas rester exposé plus de 10 ou 20 minutes sans risque grave. Je me demandais depuis combien de temps Edvard était dehors. Depuis combien de temps il était exposé. Je sortis la boussole de ma poche de manteau et me dirigeai vers le nord-est, dans la tempête. Chaque analyste était équipé pour les déplacements extérieurs. Bottes, manteau et pantalons isolants, gants, lunettes, masque facial. Malgré ça, le froid était insoutenable. J'avais l'impression que ma peau prenait feu, alors que je n'étais dehors que depuis quelques minutes. J'appelai Edvard, mais il n'y eut aucune réponse. Le vent hurlait trop fort, trop violemment. Chaque mot était étouffé, avalé par la tempête, réduit à un murmure indistinct. Mais j'eus de la chance. Edvard avait laissé les phares de son snowcat allumés, et à travers la brume, je repérais les 2 faisceaux jaunes jusqu'à atteindre l'engin mécanique. Les vitres étaient couvertes de givre, l'extérieur recouvert de neige. Je tirai sur la poignée et ouvris la portière côté conducteur. L'habitacle était vide, mais les lumières intérieures restaient allumées. J'entendais les voix de Donovan et Mia qui grésillaient à travers la radio. « Houston à Edvard, tu m'entends, Edvard ?» dit Donovan. « Tu me reçois, cosmonaute ?» Ed, ajouta Mia. tu nous entends? Je m'apprêtais à leur répondre, mais à ce moment-là, par l'autre fenêtre, j'aperçus une silhouette se découper sur le fond blanc de la tempête. Je bondis hors du snowcat et courus vers l'ombre. Mes bottes étaient lourdes et peu pratiques. Les épaisseurs isolantes de mon manteau et de mon pantalon limitaient mes mouvements. J'avais l'impression de me déplacer dans un costume gonflable d'Halloween, trébuchant à chaque pas. Finalement, après avoir titubé sur les 10 derniers mètres, je l'atteignis. Il se tenait là, immobile comme un cadavre, fixant le sol. Il portait un équipement similaire au mien, de couleur orange. Mais après autant de temps dans la tempête, tout était recouvert de givre. Un bonhomme de neige anatomiquement exact. Normalement, on peut dire si quelqu'un respire grâce à la buée qui s'échappe de sa bouche. Mais il n'y avait rien chez Edvard. Aucun signe de vie, jusqu'à ce que je pose ma main sur son épaule. Alors seulement, il se tourna vers moi, le visage caché derrière une paire de lunettes et une cagoule épaisse. « Allez !» criai-je. « Tu vas mourir de froid si tu restes là. » Et pourtant, malgré le vent et le bruit de mon propre cœur, j'entendis Edvard parler. Un murmure fragile, presque sans souffle. « J'étais là. » Le vent arrachait mon manteau, tirait sur la corde qui me reliait au chasse-neige. « Ed !» le suppliai-je. « Il faut qu'on y aille. » Cette fois, il ne dit rien. Il se contenta de me fixer, un regard vide dans les yeux. « Ed !» criai-je. « Laisse tomber, merde !» On n'avait pas le luxe de rester planté là à discuter. Chaque seconde passée dehors nous rapprochait un peu plus de l'hypothermie. Je le tirais vers mon snowcat. Les pieds d'Edvard traînaient sur le sol, marchant à peine, plutôt entraîné que réellement mobile. Je le forçais à monter côté passager et me détachais de la corde d'ancrage. Un clic, et elle se rétracta dans son enrouleur. Je grimpais côté conducteur, claquais la porte et poussais le chauffage au maximum. J'étais exténué. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon. En réalité, on n'avait pas parcouru plus d'1 kilomètre. Je retirai mes lunettes, essuyai la sueur et les larmes de mon visage, puis saisis les manettes de commande. Ensuite, on prit la route de ma cabine. En chemin, j'appelai les autres par radio pour les mettre au courant. « Il va bien ?» demanda Mia. « Qu'est-ce qu'il foutait là-bas » ajouta Donovan. Je l'ai récupéré sain et sauf. « C'est tout ce qui compte pour l'instant » répondis-je. « Je vous rappelle une fois qu'on sera rentré. » Puis j'éteignis la radio pour me concentrer sur la conduite. La tempête gagnait en intensité, transformant le paysage en un tourbillon blanc. L'Antarctique pouvait être un endroit magnifique si on faisait abstraction du froid. De longues étendues scintillantes,
Un ciel infini parfois bleu comme l'océan, rouge comme le feu, rose au petit matin, tirant vers le violet la nuit, parsemé de touches vertes éclatantes. Mais la plupart du temps, surtout en hiver, tout était noir. Noir comme les abysses. À cet instant, je ressentis une étrange nostalgie de ma première semaine à la station, bien avant que l'ennui et les dangers de l'Arctique ne m'aient endurci. D'une manière étrange, peut-être même absurde, inexplicable, je m'étais senti comme une astronaute, comme si j'explorais un lieu que peu avaient vu, une forme de vie solitaire dérivant dans le vide, spéciale, non pas pour ce que j'étais, ni ce que je savais faire, mais pour ce que j'étais face à mon environnement. Une entité déplacée, une fleur dans le désert, un battement de cœur parmi les morts. Ce sentiment m'avait rapidement quitté au bout de la 2e ou 3e semaine. L'émerveillement avait été balayé par les longues heures d'ennui, enfermé sans fin dans ma cabine. Mon dégoût pour l'Arctique, le froid, la neige, s'était installé sans effort. « Où est-ce qu'on est ?» demanda Edvard. On rentra à ma cabine. Il tira sur la capuche bordée de fourrure, ôta ses lunettes, abaissa sa cagoule jusqu'au cou. Ses joues étaient rouges, ses lèvres gercées. Edvard était un bel homme, la trentaine. Une peau mate, légèrement ternie par son séjour au nord, loin du soleil. Une mâchoire marquée, des joues couvertes d'un début de barbe. Des cheveux épais, emmêlés, brun chêne, trempés par la neige et la sueur, plus foncés que d'ordinaire. Ce qui m'avait marqué chez lui la première fois, c'était ses yeux, d'un bleu glacial, intense, le genre de regard dans lequel on se perdait si on ne faisait pas attention, toujours en alerte, toujours en train d'observer, d'analyser chaque détail. On plaisantait parfois en disant que c'était un reptile, parce qu'on ne le voyait jamais cligner des yeux. Au début, c'était un peu déroutant, voire gênant. Mais on s'y habituait vite. À lui. Parce que derrière cette sévérité, ce regard perçant, il y avait une profonde chaleur, une gentillesse, un altruisme, une intelligence qui dépassait la simple accumulation de savoir, une compréhension intime, insondable, de l'empathie, des émotions, de la compassion. Si ce n'était pas déjà évident, j'admirais Edvard. Je trouvais sa douceur, sa sincérité, admirable. Surtout à une époque où ce genre de qualité n'était pas toujours valorisé. Mais secrètement, j'étais aussi jalouse, à un point amer. Il avait trouvé le secret du bonheur. Il avait découvert le chemin non seulement de l'accomplissement, mais d'un contentement auquel je n'accéderai jamais, peu importe mes rêves ou mes réussites. Pour faire simple, je me levais chaque matin dans le seul but de gagner mon salaire, comme tout le monde. Edvard, lui, se levait dans le but de s'enrichir intérieurement, sans attente grandiose, sans course effrénée vers la réussite matérielle. Il vivait pour ressentir, pour faire de son mieux. Et, à la fin de la journée, pour reconnaître ses efforts, quels qu'en soient les résultats. C'est peut-être pour ça que j'ai été aussi surprise quand il m'a dit « Tu aurais dû me laisser là-bas. » Quoi ? Tu aurais dû me laisser sur la glace, sous la tempête. Tu serais mort gelé. Je suis déjà surprise que tu sois encore en vie, Ed. Avec un peu de chance, tu n'auras rien de grave. Je suis déjà malade. Certainement parce que tu te tenais au milieu d'une tempête de neige. Bon sang, à quoi tu pensais ? Edvard se tourna vers moi, le regard toujours perdu au loin. Il y avait quelqu'un là-bas. Tu imagines des choses. Il n'y a que nous ici. Ils sont là. Il n'y a personne, Ed. La compagnie nous aurait prévenu si quelqu'un arrivait. Et, sauf erreur, la station la plus proche est à près de 50 km. Le froid me rendait irritable. Tout ce que je voulais, c'était rentrer, prendre un bain chaud et boire un chocolat. Peut-être rejouer aux échecs avec Donovan, s'il avait envie de perdre à nouveau. Ou écouter de la musique en regardant la neige tomber. J'étais fan de l'Aurora. Leur musique ressemblait à l'Arctique, d'une beauté morbide, étrange et poignante. J'expirais. Il n'y a que nous, Ed. Il n'avait pas l'air convaincu,
Mais il ne dit plus rien et se laissa aller contre le siège, les yeux clos. J'ai mal à la tête. On te trouvera de l'aspirine en arrivant. Doucement, il se massa les tempes, comme pour dénouer ses pensées. Merci, Émilie. Je détestais qu'on m'appelle par un autre prénom, mais Edvard n'était pas en état d'être corrigé ou disputé. Je vais te garder avec moi cette nuit pour te surveiller, dis-je. Et si t'as pas développé d'hypothermie d'ici là, je te ramènerai demain. Peut-être que Donovan m'aidera à récupérer ton snowcat. Edvard ne sembla pas intéressé par ce que je disais, et dit plutôt « J'ai rêvé de toi cette nuit. » Je soufflai du nez. Pour notre bien à tous les deux, ne dis pas ça à Mia. Tu dansais au centre du soleil. Continua Edvard. Je crois que tu riais. Même lorsque l'enfer t'engloutissait, tu avais l'air de rire. Je clignai des yeux. Un silence épais s'installa, seulement troublé par les assauts du vent contre la carcasse métallique du snowcat. Peut-être qu'on devrait juste profiter d'un moment de silence introspectif, proposai-je. Réfléchir avant de parler. Étonnamment, cela le fit rire. Un rire discret, progressif, qui finit par remplir la cabine. « Si ce n'est pas autre chose, dit-il. Tu es plus drôle que moi. » Je secouai la tête, incrédule. Merci. Content de voir que la fièvre de la cabane ne t'a pas encore complètement rendu fou. Il laissa échapper un autre petit rire. Un gloussement rauque, comme le coassement d'un crapaud. « L'humour est une qualité précieuse, » me dit-il. D'après ce que j'ai observé, la majorité des gens apprécient l'humour plus que presque tout. Ils trouvent ça charismatique, attachant. Le froid lui avait grillé le cerveau. Il se réfugiait dans un état de détachement, fuyant le traumatisme. La réalisation qu'il avait failli mourir moins de 20 minutes plus tôt. Je ne comptais pas éclater sa bulle. Je n'allais pas détruire son mécanisme de défense. Je me contentais de lui répondre « Ed, je pense que c'est une conclusion très pertinente. » Cela sembla faire naître chez lui une once de joie, une petite fierté pour cette réflexion modeste. Et nous avons pu finir notre trajet dans le calme. Quand nous sommes enfin arrivés à ma cabine, j'éteignis le moteur du snowcat et descendis. Je pris volontairement du retard, laissant Edvard passer devant moi et entrer le premier. Je craignais qu'il ne tente de s'enfuir si je ne bloquais pas la sortie. Mais maintenant qu'il n'était plus seul avec ses pensées, il semblait coopératif, docile, plus qu'à l'accoutumée. Edvard était le chef non officiel de notre petit groupe, le porte-parole de l'équipe réduite. C'était lui qui passait les commandes de ravitaillement et faisait les comptes rendus à la compagnie quand il daignait nous contacter. Ce qui arrivait rarement, surtout pendant les fêtes. Il n'avait aucune autorité réelle, pas comme nos supérieurs. Il ne pouvait pas nous donner d'ordre, encore moins nous virer. Mais il assumait des responsabilités dont personne ne voulait. Et pour ça, on lui en était reconnaissant. Peut-être que ça le pesait. Peut-être que c'est ce qui l'avait poussé à sortir sous la tempête. La pression, le stress accumulé, conjugué à la folie lente que provoque l'isolement, l'absence de lumière et le manque d'activité physique. J'aurais pu lui en parler. Pas qu'il aurait forcément admis quoi que ce soit. Mais j'étais gelé jusqu'aux os et épuisé. Je n'avais pas envie d'avoir une conversation sérieuse à ce moment-là. Pas envie de porter ce poids. Je voulais juste en finir avec cette journée et me détendre. Gérer ça demain, après un peu de repos. Ou du moins, autant de repos que je pouvais espérer obtenir. Alors, au lieu de parler, j'ai lancé la douche bien chaude et laissé Edvard passer en premier. J'ai mis ses vêtements à laver et commencé à préparer un dîner, soupe à la tomate et sandwichs au fromage grillé. Puis, j'ai pris la radio pour donner des nouvelles aux autres. Ils avaient plus de questions que je n'avais de réponses. Je leur ai dit ce que je savais, pas grand-chose, et promis de les tenir au courant si j'apprenais quoi que ce soit de plus. Une promesse vide. Edvard était un adulte, parfaitement capable de prendre ses propres décisions. S'il voulait parler, j'étais plus que disposé à l'écouter, mais dans mon esprit, la dernière chose que j'aurais voulu, à sa place, c'était que quelqu'un vienne fouiller, insister, disséquer chaque pensée ou décision comme si j'étais un enfant perdu. Mais ça ne voulait pas dire que je n'allais pas le surveiller.
Il était dans ma cabine, donc sous ma responsabilité. Et tant que je ne serais pas certaine de son état mental, je ne comptais pas le laisser partir. Certains diraient que je faisais preuve d'ignorance ou même de bêtise, et peut-être qu'ils auraient raison en partie. Mais à ceux-là, je dirais, vous n'y étiez pas. Vous ne connaissez pas Edvard comme moi. Pas que nous soyons proches, mais on travaille tous ensemble depuis presque un an, forcés de cohabiter jour après jour dans un espace réduit. Ce n'était pas comme si on rentrait chez soi après le boulot. Pas de bar le week-end. Si on voulait socialiser, c'était entre nous. Si on voulait jouer, boire un verre ou regarder un film, on n'avait que nous comme choix. Qu'on soit amis ou non, on était des prisonniers des circonstances, des animaux partageant le même enclos. Tu apprenais à apprécier la compagnie des 25 autres personnes autour de toi, où tu passais tout ton temps enfermé, à lentement sombrer dans la folie. À ce stade, j'avais eu plus de conversations avec Edvard, Donovan, Mia, ou n'importe lequel des 23 autres analystes qu'avec mes véritables amis. Peut-être même plus qu'avec certains membres de ma famille. On se connaissait trop bien. Edvard était fantasque, mais ce n'était pas un idiot. Ni fou, ni délirant. Il était pleinement conscient de lui-même, bien plus lucide que 90% des gens que j'avais rencontrés dans ma vie. Et d'après ce que j'avais vu, il ne semblait pas dépressif. Aucun comportement ne laissait penser qu'il était sorti dans la tempête pour se suicider. Et pourtant, malgré ma rationalité, il était bien sorti là pour une raison. Il y avait une intention. Je sais pas, avait-il admis entre deux bouchées de son sandwich au fromage. Il lui restait encore la moitié de sa soupe, dont s'échappaient de minces volutes de vapeur. J'étais persuadé que quelqu'un était là dehors. J'aurais misé tout mon argent dessus, jusqu'au dernier dollar. Et ton premier réflexe a été d'aller le chercher ? Demandai-je. Je voulais pas qu'il meure de froid. Il reprit une bouchée et mâcha. Je veux dire, t'as fait pareil pour moi, non? C'est différent. J'étais presque certaine que tu étais dehors. Le transmetteur le disait. Et pourtant, il y avait une chance que je n'y sois pas. J'imagine. Et t'y es allé quand même. Très bien, Ed, tu m'as convaincu. La prochaine fois que je vois ton signal à plusieurs kilomètres de ta cabine, en pleine tempête de neige, je te laisse te débrouiller. Il ritardo. C'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire ? Il prit un moment pour y réfléchir, alternant entre son sandwich et sa soupe jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. La nature humaine est fondamentalement autodestructrice, dit-il enfin. Nous. C'est presque inscrit en nous de faire tout notre possible pour aider un autre membre de l'espèce, sans se soucier des conséquences pour soi-même. Je le fixais longtemps sans rien dire, ébahi par sa déclaration. Puis, quand je parlais enfin, je lui dis « Tu as sérieusement mal interprété la nature humaine, si c'est ce que tu crois. » Ah bon ? Il semblait déçu. Vraiment ? Éclaire-moi alors. Avec plaisir. Je reposai mon sandwich dans l'assiette et m'appuyai contre le dossier de ma chaise. « Je t'ai déjà parlé de mon père ?» Il chercha dans sa mémoire, mais je savais déjà qu'il ne trouverait rien. C'était quelqu'un de bien, expliquai-je. Il a servi dans l'armée pendant environ 7 ans et demi. Il a été démobilisé pour raisons psychologiques. Il a passé le reste de sa vie à bosser pour le salaire minimum dans une aciérie la semaine et comme vigile dans un bar le week-end. Un jour, poursuivis-je, il est juste mort. Arrêt cardiaque. Aucune vraie alerte. Il était en surpoids et avait fumé plus jeune, mais à part ça, il allait bien. D'accord. On n'avait pas beaucoup d'argent en grandissant, juste au-dessus du seuil de pauvreté. Tu t'en doutes, on a galéré pour payer les funérailles. C'est cher de se débarrasser d'un corps, que ce soit une crémation ou un enterrement. Et vous avez fait quoi? On a été voir les anciens combattants, mais ils ne couvraient pas ça. On a lancé une collecte, en ligne et en présentiel. Ça a aidé. Les gens ont donné, plus que je ne pensais. Mais à la fin, ma famille s'est retrouvée avec une grosse facture, qu'on paie encore aujourd'hui. Et ça fait presque 3 ans.
Edvard fronça les sourcils. Je crois que je comprends pas complètement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens bien et des gens mauvais. Deux faces d'une même pièce, mais autodestructeurs. Dans un sens altruiste, je pense pas. Je poussais mon assiette. Mon appétit s'était envolé. Si on était aussi empathique que tu veux le croire, on n'aurait pas eu à se battre pour enterrer mon père. Il n'y aurait pas de sans-abri, pas de misère, pas de pays affamé. La société ne s'effondrerait pas à la première pandémie venue. Et pourtant, ces choses existent, elles arrivent, parce qu'on est égoïste. La plupart d'entre nous, en tout cas. On pense à nous, et on espère que personne ne viendra frapper à notre porte pour demander de l'aide. Alors pourquoi tu es venu me chercher, moi? Je sais pas. J'arrivais pas à supporter l'idée qu'un collègue, un ami, soit dehors, seul comme ça. Peut-être que tu ne donnes pas assez de crédit à l'humanité. Ou peut-être que je suis juste une idiote qui manque d'instinct de survie. Je suis pas entièrement convaincu. Il sourit alors. Un sourire discret, un coin de lèvres qui se soulève. J'ai assez de souvenirs, assez d'expérience pour savoir que l'humanité peut être destructrice, violente. Mais il reste encore de la compassion. Assez d'altruisme pour que ça vaille le coup. C'est une espèce qui mérite d'être protégée, d'en faire partie. Tu crois pas? Je soufflais par le nez. La conversation était absurde, mais la question elle-même, encore plus. Ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais ce soir-là. Il était courant de parler politique ou littérature, culture pop et cinéma, projet du week-end ou sortie en famille. Mais la sacralité de l'humanité, la valeur de la société, ce n'était pas un sujet populaire. Je crois qu'il se fait tard, dis-je, et qu'on est trop fatigué pour parler de dilemmes éthiques ou analyser la nature humaine. Il leva les mains, en signe de reddition. Très bien, très bien. Mais laisse-moi te poser une dernière question et j'arrête. Qu'est-ce qui fait un être humain? Quelle norme qualifie quelqu'un d'humain? Facile, il sait quand il faut clore une conversation. Je ramassai nos assiettes et les apportai à l'évier. Visiblement, t'as encore des choses à apprendre. J'imagine, oui. On fit la vaisselle ensemble. Je lavais, il séchait, puis, pendant qu'Edvard fouillait dans ma collection de livres et de jeux de société, je pris une douche. L'eau chaude dissipa le froid de mon corps, fit fondre le stress qui me raidissait les muscles. Elle clarifia aussi un peu mon esprit embrumé. Quand je sortis de la salle de bain, Edvard se tenait dans l'embrasure de la porte. Je ne savais pas depuis combien de temps il était là, mais le moment surprit autant lui que moi. « Qu'est-ce que tu fous là ?» lançai-je. Il leva la main, tenant un livre pour me le montrer. Une expression neutre sur le visage, comme si je ne venais pas de le surprendre, en train de m'observer sous la douche. Ça peut paraître idiot, mais son attitude détendue fit taire toute alarme intérieure, comme si c'était juste un malentendu, une histoire de mauvais timing. « Je peux emprunter ça ?» demanda-t-il, en me tendant l'exemplaire de La conspiration contre la race humaine de Thomas Ligotti, un livre ayant appartenu à mon père. Ouais, j'attendis un instant, toujours enroulé dans ma serviette, avant de dire « Tu pourrais sortir, que je puisse m'habiller ?» Il fronça les sourcils, ses joues s'empourprèrent. « Oui, pardon. Bien sûr, c'est juste une de ces journées. » Il recula. « Encore désolé. Vraiment pas correct de ma part. » Une fois la porte fermée, j'échangeai ma serviette contre un pantalon de pyjama à carreaux et un sweat gris en coton. Un tissu doux comme un nuage ou un oreiller. Ce sont parfois les petites choses de la vie qui apportent le plus de réconfort, des plaisirs simples qui effacent le reste. Ce fast-food bien gras après une longue journée de travail, un chocolat chaud après avoir pelleté la neige, une boîte de glace aux morceaux de cookies doux après une rupture, des moments brefs qui suspendent la réalité, des distractions pour préserver sa santé mentale, le confort sous sa forme la plus pure. Quand je revins dans le salon, Edvard était assis sur le canapé à lire le livre de mon père. Il leva les yeux vers moi avec un petit sourire, une façon étrange d'apaiser l'ambiance.
mais je n'arrivais pas à penser à une meilleure alternative. Je suis sûr qu'il y en avait une, mais à ce moment-là, j'étais encore prise dans une hésitation. Devais-je être en colère, gêné, blessé, ou juste mal à l'aise? « Je vais faire chauffer de l'eau, dis-je. Tu veux une tasse de thé? » Du thé? Des feuilles écrasées dans de l'eau chaude. Il ricana. Je sais ce que c'est, le thé. Il réfléchit un instant. Il est bon, au moins? Tu n'as jamais bu de thé? Si, mais... Quel genre? J'ai du Sleepy Time à la vanille, de la menthe poivrée et du Throat Coat. Je vérifiais dans le placard. J'ai aussi du café maison et du chocolat chaud avec des marshmallows. Le choix semblait l'embrouiller. C'est une réponse, ça? Encore ce sourire chaud, un peu tordu. Tu sais mieux que moi. Je te fais confiance. Je remplis la bouilloire et la posai sur le feu. Puis, je retournai à mon poste pour faire le rapport du soir. Mia se préparait à dormir. C'était un peu tôt, mais ces derniers temps, elle passait des heures au lit sans réussir à fermer l'œil. Elle avait développé la théorie que, si elle se couchait vers 8 ou 9 heures, elle finirait peut-être par s'endormir vers 10 ou 11. Donovan, lui, était en plein marathon Ghibli. Il regardait Nausicaa de la vallée du vent quand je l'ai contacté. Ceux qui le connaissent savent qu'interrompre Donovan pendant un film est la pire idée possible. Donc j'ai évité les bavardages. Je leur ai dit que je rappellerais le lendemain matin. J'avais envie de parler d'Edvard, de son comportement étrange, de ce qu'il disait. Mais comme avec Donovan et Oscar, c'est difficile d'aborder le sujet quand l'intéressé est dans la pièce à écouter. Après avoir noté les températures, les conditions météo et l'activité sismique, je mis mon système en veille et récupérai la bouilloire. Je me servis une tasse de Sleepy Time à la vanille et du Throat Coat pour Edvard. Quand je revins au salon, Edvard marqua la page de son livre et leva les yeux vers moi. « Je peux te poser une question ?» ?»« Ça dépend, dis-je. Ça parle de quoi ? » ?»« De ton père. » »« Tu peux poser la question, mais je promets pas d'y répondre. » Compréhensible vu les circonstances. Je posai la tasse devant lui sur la table basse et allai m'asseoir sur ma chaise de bureau à l'autre bout de la pièce. « Vas-y, dis-je. »« Vas-y ?» Façon de parler, Ed. Je te savais pas aussi littéral. Il rit doucement, haussa les épaules. Comme je l'ai dit, journée étrange. Je me sens un peu... ailleurs. Comme si je venais de sortir d'un rêve. Je connais. Une sorte de déjà-vu. Il fronça les sourcils. Peut-être bien, ouais. Il posa le livre à côté de lui, saisit sa tasse. Attends, c'est... Mais il avait déjà bu. Les volutes de vapeur masquèrent son visage tandis qu'il vidait la tasse. Puis il la reposa et soupira. « Laisse tomber, murmurai-je. De toute façon, t'avais pas besoin de papilles gustatives. » Je soufflais sur mon chocolat avant d'en prendre une gorgée. Je ne sais pas comment il avait supporté ça. Je m'étais presque brûlé la bouche. « Bref, dis-je, retenant un gémissement. Tu avais une question sur mon père. » Oui, je voulais savoir si il te manquait. Bien sûr. Ce serait un crime de dire non. Un crime. Encore une expression, Ed. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, je comprends. Je veux dire... Et si moi, je ne ressentais rien pour mon propre père? Je ne savais pas que ton père était décédé. Il serra les lèvres, une ligne droite sur son visage. Mes deux parents, en fait... Ils sont morts dans un accident de voiture. Je ne pus m'empêcher de montrer ma surprise. Edvard était toujours si vivant, si optimiste. Difficile d'imaginer qu'il ait vécu un véritable traumatisme. Mais c'est comme ça que certaines personnes survivent. Elles avancent. Elles laissent leur passé derrière elles. Elles laissent leur ombre les suivre, plutôt que de la laisser les hanter. Je ressens... rien, vraiment. Avoua-t-il. Je ne devrais pas. Eh bien, quand c'est arrivé? J'étais enfant. Il rentrait d'un rendez-vous, et moi j'étais à la maison avec la baby-sitter, une jeune voisine.
celle de l'appartement d'en face. Je me souviens avoir entendu les sirènes au loin, dit-il. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu les gyrophares. Je me suis senti impuissant, piégé. Je sais pas comment je l'ai su, mais je savais que c'était eux. Et maintenant, je ressens rien. C'est comme si je revoyais la scène à la télé. Comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas psy, mais ça ressemble à un état de choc. Il secoua la tête. Non, j'étais en état de choc à l'époque. Je me souviens de ça. Mais là, je sais pas ce que c'est. On peut être en état de choc plusieurs fois. Certaines réalités prennent des années à faire leur chemin. Ce n'est pas une expérience unique. Ces choses reviennent par vagues. Il y a des jours, je marquais une pause, hésitant à savoir si je voulais vraiment partager ça. Avec lui, avec qui que ce soit. Il y a des jours où je me lève et je vis ma journée normalement. Je me sens bien. Tout est ordinaire. Mais parfois, j'entends une chanson, je regarde un film, je lis un passage d'un livre. Et c'est comme si je venais de perdre mon père une seconde fois. Comme si j'étais de nouveau dans ce moment, quand mon frère m'a appelé pour me dire que Edvard me fixait, les yeux grands ouverts, complètement captivé, comme si nous partagions des histoires de fantômes autour d'un feu de camp. Ça va et ça vient, conclus-je. On ne cesse jamais vraiment de faire son deuil. On apprend juste à porter ce poids, à le gérer pour qu'il ne nous écrase pas. « Et si tu pouvais oublier ?» demanda-t-il. « Perdre ses souvenirs, tu le ferais ?» C'était une question difficile. Enfin, pas plus difficile que d'autres questions, mais la réponse, elle, était compliquée. Difficile à formuler, à expliquer autrement que par ce qu'on ressent. Honnêtement, je ne sais pas, répondis-je. Je veux dire, c'est pour ça que les gens boivent ou fument, non? Parce qu'ils veulent s'oublier, oublier la douleur. Mais je ne crois pas qu'on puisse vraiment, pas sans causer encore plus de problèmes. Il va falloir que tu développes un peu. La vie, c'est pas un steak, expliquai-je. Tu peux pas juste couper les morceaux gras. J'aimerais bien que ce soit possible, et j'imagine que certains essaient vraiment. Mais d'après mon expérience, ça ne marche pas comme ça. C'est un tout. Tu prends le bon avec le mauvais. Essayer d'éliminer ce que tu n'aimes pas, de le retirer, ça finit par te blesser. Ça efface toute tolérance à la souffrance, et tu te retrouves avec des attentes irréalistes. Tu ne serais plus vraiment toi si tu supprimais les souvenirs que tu ne veux plus. Souffrir est une meilleure option? Souffrir, c'est être humain. Comme aimer ou haïr. Être joyeux ou en colère. Il faut traverser toutes ces émotions. Sinon, on devient aveugle à la réalité. Il semblait fasciné par cette idée, totalement absorbé par la conversation. Mais je comprends d'où tu viens, reconnus-je. J'y suis passé. Submergé par ton chagrin, au point de souhaiter ne plus exister. Parce que si tu n'étais pas réel, tu n'aurais rien à ressentir. Plus de douleur, plus de confusion, plus de folie. Tout s'efface si tu n'es pas là pour y faire face. Ça devient illusoire. Edvard s'adossa, le menton niché entre le pouce et l'index. Intéressant. La journée a été longue, lui dis-je. On ferait mieux d'aller se coucher tôt. Dormir un peu et remettre de l'ordre dans nos têtes. Il acquiesça en silence. Je sortis des oreillers et des couvertures supplémentaires du placard. Je proposai de dormir sur le canapé, mais Edvard refusa. Il avait déjà pris une bonne partie de ma journée avec ses frasques. Il ne voulait pas en plus me priver de mon lit. J'étais trop fatigué pour insister. J'éteignis les lumières et me glissai sous les couvertures. Il me fallut un bon moment pour m'endormir, en partie parce que mon cerveau refusait de s'arrêter, un problème que j'avais depuis l'enfance. Même au bord de l'épuisement physique, mon esprit restait éveillé. Mais aussi, je voulais attendre qu'Edvard s'endorme. Pas parce que je pensais qu'il ferait quelque chose, ni parce que je ne me sentais pas en sécurité. Mais j'avais ce pressentiment. Je ne savais pas ce que c'était, mais je ne pouvais pas me permettre de dormir.
tant que je ne l'entendais pas ronfler. Finalement, ce moment arriva. J'entendis ces petits ronflements, discrets mais réguliers. Ce n'est qu'à ce moment-là que je fermai les yeux et me détendis. Ce ne sera probablement une surprise pour personne, mais j'ai rêvé de mon père cette nuit-là. J'étais dehors, en pleine tempête de glace. Il n'y avait rien autour de moi pendant des kilomètres. Des champs vides recouverts de neige, des collines à perte de vue, ondulant comme la surface calme d'un océan. Le ciel était noir d'encre. Pas de soleil, pas de lune, pas d'étoiles. Juste un vide pur et sombre. J'entendais mon père m'appeler. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu sa voix. Mais même là, je savais que ce n'était pas lui. C'était un son guttural, aigu et râpeux. Et pourtant, j'étais convaincu que c'était bien lui. Comme dans ces rêves qui défient toute logique mais que l'on accepte sans questionner. Je suivis la voix à travers la tempête jusqu'à ce qu'elle vienne, d'en dessous de moi. Alors je tombai à genoux et commençai à creuser. Je n'avais ni pelle, ni gants, ni outils. Je creusais à main nue. Mes doigts passèrent du rouge au bleu pâle. Mes muscles me brûlaient. Mais je continuais à creuser, rejetant monticule après monticule de neige. Je trouvais son corps, enseveli sous une épaisse couche de glace. Les bras levés, les mains figées, comme s'il essayait de sortir. Je clignais des yeux, et mon père avait disparu. À sa place, Edvard. Je clignais à nouveau. C'était Donovan, cette fois. Cheveux noirs courts, petite moustache, peau pâle comme du lait. Puis ce fut Mia. Longs cheveux auburn, yeux verts doux. Sa bouche entr'ouverte, figée dans un cri silencieux. Je levai le poing et frappai la glace. Je fissurai la première couche sans trop de mal, mais il m'était impossible d'aller plus loin. Le vent se leva. La neige m'assaillit à une vitesse folle, me lacérant la peau comme des lames de rasoir. Je clignais encore des yeux, et cette fois, c'était moi sous la glace. Un reflet fendu par un réseau de fissures. Je me réveillais avec une boule dans la gorge, sur le point de crier, mais incapable de le faire. Mes lèvres restaient closes. J'étais paralysé. Au bord de mon lit, Edvard se tenait penché au-dessus de moi. Un regard vide dans les yeux. Il regardait sans voir. Une lanterne sans lumière. « Je suis là », dit-il. Son corps se mit à trembler, et une fissure s'ouvrit en travers de son visage. Du sang suinta de la plaie, mais alors qu'il s'écoulait vers le plafond, je réalisais que ce n'était pas du sang. C'était trop sombre, trop visqueux. Étrangement, cela me rappelait une vieille lampe à lave que j'avais enfant. Ces masses de faux magma qui montaient lentement, se brisaient et se reformaient en d'autres agglomérats. En défiant toutes les lois de la gravité et de la physique, la substance atteignit le plafond et s'y étala en une nappe de boue noire, parsemée de minuscules points blancs cotonneux. Un système solaire entier contenu dans un seul corps. « J'étais là », croissa Edvard. « Mais maintenant je suis ici. Pourtant je suis toujours là-bas. Aide-moi. Libère-moi de cette prison. » La fissure s'élargit dans un craquement osseux effroyable. La tête d'Edvard se déchira, libérant un tsunami de mucus noir. Des branches noueuses et rigides jaillirent de son crâne. Un récif de corail infesté de champignons et de créatures vermiformes. Je restais pétrifié en le regardant fleurir dans la pièce, se déployant jusqu'à ce que ses racines touchent les deux murs. « Je n'en peux plus, » dit Edvard. « Libère-moi. S'il te plaît, laisse-moi partir. » Lentement, il leva la main vers moi. Ses doigts effleurèrent ma joue. Ils brûlaient ma peau. Edvard, ou ce qui ressemblait à Edvard, se mit à pleurer. « Je suis ici depuis trop longtemps. Fais que ça s'arrête. Laisse-moi sortir. » Cette fois, quand je me réveillais, un mince rayon de lumière perçait à travers la fenêtre. Je me redressais d'un coup dans le lit, trempé de sueur, tremblante. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je regardais autour de moi, mais la pièce était vide. Pas de mucus noir, pas de champignons, pas de verre, pas d'Edvard. Le canapé avait été abandonné, les couvertures jetées au sol. Morte de peur, je posai prudemment un pied par terre. Je restai figé quelques secondes,
avant de trouver le courage de me lever et de traverser la cabine. Comme si chaque ombre pouvait soudain s'animer et m'attaquer. La cuisine était vide. La salle de bain était vide. La douche aussi. Il n'y avait que moi, seul dans cette cabine faiblement éclairée, accompagné par un silence sifflant, troublé seulement par le vent dehors. Puis, le silence fut rompu par une voix crépitante dans le casque. Je me dirigeai vers le bureau et mis le système en route. « Emma, t'es là ?» demanda Donovan. « Emma, réponds à cette foutue radio. » « Oui, je t'entends. Qu'est-ce qui se passe ?» ?»« J'essaie de te joindre depuis 1 heure. » Je dormais. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'Ed est avec toi? Non, je crois pas. Tu crois pas? Je viens juste de me réveiller, lui rappelai-je. Mais la cabine est vide. T'as vérifié dehors? Je soulevai le rideau de la fenêtre la plus proche. Avec la tempête actuelle, je ne voyais pas grand-chose. Mais l'allée était vide. Mon snowcat avait disparu. Une piste de chenilles s'éloignait de ma cabine, en direction du nord-est. « Putain, il est parti !» dis-je à Donovan. « Il a pris mon chasse-neige. » « Merde, je m'en doutais. » Sa voix grésilla sous l'effet de l'interférence. « Mia m'a appelé tout à l'heure. Elle n'arrivait pas à dormir. Alors elle regardait les moniteurs pour passer le temps et a remarqué que le transmetteur d'Edvar était en mouvement. » Je me tournai vers le radar. Le point d'Edvar s'était arrêté exactement là où je l'avais trouvé la veille. Le point de Mia, lui, avançait lentement vers lui. Celui de Donovan était en route vers moi. « Écoute, j'arrive dans quelques minutes, » dit-il. « Prépare ton équipement. Je sais pas ce qu'il fabrique, mais on va le récupérer. » « Don, je sais pas si... » « Quoi? Emma, qu'est-ce que... putain d'interférence? » La statique s'intensifia. « Si tu... entends? Prépare. J'arrive. Minute. » Je tentais de répondre, mais le signal était mort. Chaque canal que j'essayais était saturé par les parasites. Je courus dans la salle de bain et récupérai mes vêtements dans le sèche-linge. Je ne pris même pas le temps d'enlever mon pyjama. Quand j'enfilai mes bottes, j'entendis déjà le moteur du snowcat de Donovan rugir dehors. Je pris mon sac d'équipement dans le placard et sortis en trombe. Pas le temps pour les salutations. Je grimpai côté passager, claquai la porte et on démarra immédiatement. « Il a pété un câble. Il a vraiment perdu la tête. » grogna Donovan, les dents serrées, les doigts crispés sur les manettes de pilotage. « Qu'est-ce qui s'est passé hier? » Rien. « Foutaise. On sort pas dans une tempête de neige comme ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? » Plein de choses. Mais il m'a jamais dit qu'il allait recommencer. « Pourquoi il l'a fait, alors? » Il pensait avoir vu quelqu'un dehors. Donovan donna un coup sec sur les commandes pour éviter une pente raide. « Il n'y a personne ici à part nous. » C'est ce que je lui ai dit. « Et qu'est-ce qu'il a répondu? » Rien. « Putain, Emma. » Je dis la vérité. Il n'a rien dit. J'ai essayé de le convaincre. « Et? » Évidemment, il ne m'a pas cru. « Non, ça n'a aucun sens. » grogna Donovan. « Même s'il y avait quelqu'un ici, il serait mort depuis longtemps. Tu ne survis pas 20 minutes là-dehors dans ces conditions, encore moins 12 heures. » Je crois pas qu'Ed fonctionne selon la logique cette fois. Donovan maugréa entre ses dents et guida le véhicule vers une vallée. « Peu importe. Dès qu'on le récupère, on demande un transport. Il vit clairement une crise psychotique. Et il a besoin d'une aide qu'aucun de nous ne peut lui offrir. Il est juste perdu. Chercher ta voiture au mauvais étage du parking, c'est être perdu. Marcher volontairement dans une tempête au milieu de la toundra, c'est... J'en sais rien. Un appel à la mort, pensais-je. Le snowcat tremblait sous la force du vent. Des tourbillons de neige fouettaient le pare-brise en rideau blanc. En secret, j'étais presque soulagé qu'Edvar ait pris mon véhicule. Au moins, je n'avais pas à conduire dans cette tempête. Donovan venait du Canada. Il avait passé la majeure partie de sa vie dans des conditions météorologiques épouvantables, avec des voitures pourries, bien moins équipées que ce chasse-neige. Je lui faisais confiance pour nous y conduire sans encombre, bien plus qu'à moi-même. Il était un peu bizarre hier soir.
dis-je enfin, quand la tempête s'était suffisamment calmée pour que les essuie-glaces fassent leur travail et que Donovan n'ait plus besoin de toute sa concentration pour piloter. Il n'avait pas l'air totalement là. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre à propos de cette personne mystérieuse? Il la connaissait? Ou pensait la connaître? Il n'a jamais précisé et je n'ai pas demandé. Tu n'as pas demandé? Il traversait visiblement quelque chose. Ce n'était pas le bon moment pour l'interroger. Tu aurais dû nous le dire. Ce n'est pas comme si j'avais pu le faire sans qu'il m'entende, répliquai-je. Et puis, je ne pensais pas que c'était si grave. Je ne croyais pas qu'il allait recommencer. Les gens passent des mauvaises journées et font des conneries, des décisions prises que sur un coup de tête. Je pensais qu'après un bon repas et une bonne nuit de sommeil, il reprendrait ses esprits. Manifestement, non. Quoi d'autre, docteur? Tu vas vraiment me mettre ça sur le dos? Donovan me jeta un coup d'œil en coin. Il y avait une rage contenue dans son regard, mais elle s'éteignit rapidement. Non, je suis désolé. Je ne suis pas en colère. Et je n'essaie pas d'être un connard. Je suis juste flippé, confus, et fatigué d'être... fatigué. Encore des cauchemars. Je n'ai que ça. Des cauchemars ou des nuits blanches. Ça commence à devenir sérieusement pénible, M. J'ai l'impression de devenir fou, moi aussi. Mais je suis encore assez sain pour ne pas quitter ma cabine à la recherche d'une personne qui n'existe pas. Ouais, peut-être. Nous trouvâmes mon snowcat garé à peine à 1,50 m de celui d'Edvard. Le sien avait accumulé une épaisse couche de neige pendant la nuit, et le mien commençait déjà à en faire autant. « T'as une corde d'ancrage » demanda Donovan. « J'ai oublié la mienne. »« Oui, t'en fais pas. J'en ai assez pour nous deux. »« T'as apporté quoi d'autre » Je dézippai le sac et regardai à l'intérieur. Quelques provisions, une couverture thermique, des jumelles, un pistolet de détresse, une paire de gants en plus, un piolet et une trousse de premier secours. Espérons qu'on n'aura pas besoin de tout ça, mais garde-le sur toi, au cas où. J'ai une longueur d'avance. Nous sortîmes du snowcat et fûmes immédiatement frappés par un mur de neige et de glace. Je m'attachai à la porte passager et accrochai Donovan à moi. Nous traversâmes le champ en direction du nord. Si ma mémoire était bonne, Edvard se trouvait à une quinzaine de mètres des véhicules. Cette fois, il ne se tenait pas là, à fixer ses pieds. Il creusait avec une pelle métallique venant de ma cabine. Mia était à 1 mètre à peine, le regard rempli d'horreur, murmurant des supplications pour qu'il arrête. Mais Edvard semblait possédé, convaincu qu'il y avait quelqu'un sous la glace, quelqu'un qui avait besoin de lui, qu'il devait sauver. « Edvard !» appela Donovan par-dessus la rage de la tempête. « Ed, ça suffit. Allez, mec, il n'y a personne ici. » Edvard continua de creuser, jetant les pelletées de neige derrière lui, emporté aussitôt par le vent. « Pose la pelle et viens avec nous. » hurla Donovan. « Tu as déjà trop nourri cette folie. Tu vas y laisser ta peau. » Un bruit sec retentit lorsque la pelle heurta la glace. Puis, au lieu de creuser, Edvard leva la pelle et la planta dans le sol. Encore et encore et encore. Il frappait la couche de glace, essayant de percer ce qui devait faire près de 60 cm d'épaisseur. Donovan s'approcha, et à cause de la corde qui nous liait, je fus tiré avec lui. « Ça suffit !» Les mots de Donovan furent emportés par le vent. Il s'arrêta net au bord du trou, les yeux écarquillés, figé entre la stupeur et la terreur, comme quelqu'un qui réalise pour la première fois sa propre mortalité, qui comprend à quel point la vie est fragile. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je. Mais Donovan ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre. J'avançai prudemment, mes bottes craquant dans la neige. Au fond du trou, sous la glace, se trouvait une ombre. Une silhouette à la peau marbrée de bleu pâle, haute d'au moins 2,50 m. Sa tête semblait formée d'un enchevêtrement de branches autour d'une plaque osseuse irrégulière. Une douzaine de petits yeux globuleux nous fixaient. Pas de bouche, pas de nez, aucune structure humaine identifiable. Je ne pouvais même pas dire avec certitude que je regardais sa tête, ou que c'était bien ses yeux. L'esprit humain cherche toujours à donner du sens, à associer, à comparer, à créer des repères pour comprendre l'inconnu.
Mais ça, ce n'était pas fait pour être compris. C'était autre chose, trop étranger pour être saisi. Autour de la créature, une substance noire et visqueuse s'accumulait, la même que celle de mon rêve. À chaque coup de pelle, des fissures se formaient dans la glace, s'élargissant jusqu'à laisser passer ce liquide noir qui commença à s'infiltrer à la surface. Puis, lentement, il se détacha de sa prison et s'éleva dans les airs, flottant vers le ciel. « Je ne le ferai pas !» grogna Edvard en abattant la pelle si fort que le manche menaçait de se briser. « J'ai été enfermé trop longtemps. » Edvard, arrête. Dit Donovan, la voix tremblante. Arrête de creuser. Ce n'est pas juste. S'écria Edvard. Je ne mérite pas ça. Alors qu'il levait la pelle à nouveau, Donovan saisit le manche. Un véritable tir à la corde s'engagea entre eux, mais je crois qu'Edvard ne réalisait même pas ce qu'il faisait. Il était trop absorbé pour remarquer la résistance. Il savait seulement qu'il devait continuer à creuser. « Aide-moi » dit Donovan. À contre-cœur, j'enroulai mes mains autour du manche de la pelle et plantai mes pieds dans la neige. Ensemble, nous commençâmes à lui arracher l'outil des mains. Mais dans un accès de rage, Edvard se retourna vers nous, les lèvres retroussées en un rictus bestial. « Vous ne pouvez pas m'arrêter !» Il lâcha la pelle. Donovan et moi tombâmes à la renverse dans la neige. Quand je me relevai, Edvard était déjà sorti du trou et sur nous. Il s'attaqua à Donovan en premier, lui arracha ses lunettes de protection et planta ses dents dans son œil droit. J'essayai de l'arrêter, mais il me frappa d'un revers avec une force inhumaine, me projetant dans le trou. Je percutai la glace avec un bruit sourd. Les fissures s'élargirent tout autour de moi. Un déluge de murmures incohérents envahit mon esprit. Ce n'était aucune langue que je connaissais, mais leur son, leur timbre, c'était comme des ongles sur un tableau. De la laine d'acier frottée contre du métal, devenant plus strident, plus puissant, jusqu'à ce que j'aie l'impression que mon cerveau allait exploser. Des images inondèrent mon esprit. Une étendue noire infinie. Je voyais les étoiles, des astéroïdes, les filaments enflammés d'une planète en fusion, des galaxies mortes, sans vie, sans rien, du vide tout autour de moi, froid, étouffant, silencieux jusqu'à l'agonie. Ma seule planche de salut fut le cri de Mia, un hurlement strident qui chassa les murmures juste assez longtemps pour que je sorte du trou. À la surface, Donovan gisait au sol, convulsant. Il tenait sa main sur son œil, tentant de stopper l'hémorragie. Mia était agrippée dans le dos d'Edvard, ses bras serrés autour de son cou. Mais cela ne semblait avoir aucun effet. Son poids, ses mouvements, rien ne le dérangeait. Il se tenait droit comme une flèche, calme et impassible. Un regard vide, lointain, dans ses yeux autrefois si pleins de chaleur. « Je ne serai pas ignoré. » croissa Edvard. « Je ne serai pas oublié. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Et puis, comme dans mon rêve, sa tête se fendit en deux. Une masse noire jaillit de son crâne, projetant une réplique miniature d'une galaxie. Avec elle surgit un récif de corail, couvert de branches incrustées de bernacles. Une boue rosâtre qui, malgré toute logique et toute raison, je savais être le cerveau d'Edvard. Transformé, remodelé en cette matière étrangère fusionnant avec la substance noire qui orbitait autour de son corps. Les cris de Mia furent étouffés lorsque l'obscurité l'engloutit tout entière. Une seconde, elle était là, et l'instant d'après, il ne restait plus rien, hormis un gant arraché pendant la lutte. Elle avait été absorbée, dissoute. Edvard se mit à convulser et arracha son manteau, déchira la chemise en dessous. Une couture verticale s'ouvrait sur son torse, une bouche hérissée de rangées interminables de dents. En son centre brillait une lumière intense, une étoile avalée. Je plissais les yeux, me détournais, la main levée pour me protéger de son éclat. J'ai traversé des océans de cosmos pour être ici. Sa voix résonnait comme un écho perpétuel se répercutant dans le creux d'une chaîne de montagnes. J'ai enduré des marées d'ombre et de pourriture pour trouver ceci. Tu ne me le prendras pas. Donovan, poussé par l'adrénaline et engourdi par le choc,
se précipita et planta mon piolet au centre de la poitrine d'Edvard. Il tira sur le manche, ouvrant une plaie d'où s'échappa un sang noir comme la nuit. Edvard le saisit à la gorge, si violemment que j'entendis les os craquer. Et tandis que Donovan ouvrait la bouche, peut-être pour crier ou simplement tenter de respirer, un torrent d'obscurité s'engouffra dans sa gorge. Il n'y eut ni gonflement, ni distorsion visible. C'était trop rapide. Il explosa, littéralement, comme un ballon qui éclate. Des os, des muscles, des tissus projetés sur la neige, la maculant de rouge. Alors, mes instincts prirent le dessus. Je courus. Je suivis la corde jusqu'au snowcat, mais alors que je m'apprêtais à grimper dans le siège du conducteur, un tiraillement survint sur la corde, celle qui avait été attachée à Donovan. Je fus tiré hors du snowcat, lentement traîné à travers la neige. Pensant vite, je me détachai et me relevai en hâte. Je bondis dans la cabine du chasse-neige et poussai les leviers à pleine puissance. Les essuie-glaces luttaient contre la neige épaisse, mais ne parvenaient pas à dégager le pare-brise. Je ne le vis jamais, mais je sentis le choc quand j'écrasai Edvard, broyant son corps sous les chenilles. Puis, pour une raison qui m'échappe encore, je quittai le snowcat et fis le tour jusqu'au compartiment de stockage où nous gardions les bidons d'essence. J'en pris un et repartis à la recherche du corps d'Edvard. Comme je m'y attendais, il bougeait encore. Aucun nuage de vapeur ne sortait de sa bouche, mais la matière noire continuait de se tordre hors de son crâne, se levant autour de son corps brisé et déformé. Il leva les yeux vers moi, injectés de sang. « Je suis désolé, » murmurai-je, en dévissant le bouchon et en l'aspergeant d'essence. J'agissais par instinct, sans réfléchir. Je ne peux pas dire si j'ai fait le bon choix, mais sur le moment, ça n'avait pas d'importance. C'était le choix, le seul possible. Je retrouvai mon sac et sortis le pistolet de détresse. Je le pointai sur lui, le doigt sur la gâchette. Lentement, avec difficulté, Edvard redressa sa tête fracturée pour me regarder. En guise de dernier mot, il poussa un long gémissement guttural qui résonna jusqu'au ciel. J'étais sûrement à moitié folle, car j'eus la sensation que le monde entier tremblait sous mes pieds. Je tirai la fusée éclairante, et son corps s'enflamma. Je restai assez longtemps pour le voir se consumer. La chair et l'ombre se réduisirent en cendres, emportées par le vent. Peu à peu, le feu s'éteignit. Rien ne dure dans l'Arctique, même pas une fournaise. Je retournai au snowcat, tournai les leviers et pris le chemin du retour vers ma cabine. Le trajet me sembla plus long que dans mes souvenirs. Un moment, je crus m'être perdu. Puis, au détour d'une accalmie dans la tempête, j'aperçus ma cabine, mon refuge. Une fois à l'intérieur, j'enlevai mon équipement et poussai le chauffage au maximum. Puis, je récupérai mon casque pour contacter le QG, mais aucune réponse. Trop d'interférences, trop de parasites sur les ondes. Je pensais à conduire jusqu'à la cabine voisine. La porte serait verrouillée, mais je pourrais entrer en cassant une fenêtre. Peut-être que leur système était encore actif. Mais avant que je puisse agir, j'entendis une voix dans ma tête. Un murmure lointain, niché dans les recoins de mon esprit. Il se faisait de plus en plus fort, prenant forme, jusqu'à ce qu'il sonne comme moi. C'est là que j'ai compris ce que c'était, ce qui s'était passé. Un parasite qui infecte son hôte de l'intérieur. Je ne peux pas dire depuis combien de temps il est là, ni d'où il vient, mais je sais ce qu'il peut faire. Du moins, j'en ai une idée. J'ai vu ce qu'il a fait à Edvard. J'ai regardé en direct sa corruption, même si je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. J'ignore si celui avec qui j'ai discuté la veille était encore Edvard, ou déjà lui. Peut-être un mélange des deux, pendant cette phase d'incubation, avant que l'infection ne prenne totalement le dessus. Et maintenant, je suis sur le point de vivre la même chose. Alors, j'ai fait ce qui m'a semblé juste. Je suis allé sur mon ordinateur, j'ai ouvert un document et j'ai commencé à taper. Je ne sais pas si la radio refonctionnera un jour. C'est peut-être mon seul moyen d'avertir les autres. Des heures ont passé. Je le sens maintenant. La voix s'insinue dans mon esprit. Elle tente de rendre ses pensées miennes.
C'est comme un picotement à la base du crâne. Comme chercher les différences entre deux images presque identiques, avec quelques détails changés. Je sais que je n'y survivrai pas. Je vais succomber à ça avant la nuit. Perdre tout ce qui fait que je suis moi. Mon seul espoir, c'est que quelqu'un trouve ce disque dur, qu'il lise tout ceci, et qu'il me croie, qu'il abandonne ce lieu, qu'il le déclare inhabitable. Et si j'ai de la chance, si nous avons de la chance, plus personne ne viendra jamais ici. Personne ne découvrira ce qui dort sous la glace. Cette chose, quelle qu'elle soit, elle se rapproche. J'oublie des moments. Je perds la notion du temps. Je ne veux pas devenir elle, et je ne veux pas qu'elle devienne moi. Il ne me reste qu'un seul choix. Ce n'est pas une décision facile, mais je dois le faire. Je me suis préparé. Je dois juste espérer que, lors de ma prochaine perte de conscience, j'aurai un dernier moment de lucidité pour mener tout ça à bien. J'ai vidé les bidons d'essence restant à l'extérieur de ma cabine. Un paquet de fusées attend près de la porte. Ça a marché pour Edvar. Ça marchera peut-être pour moi aussi. J'espère qu'on n'obligera pas ma famille à identifier mon corps. Il ne restera pas grand-chose. Juste quelques os calcinés. Peut-être une mèche de cheveux. Ma famille ne mérite pas ça. J'espère que l'entreprise leur mentira. Qu'ils diront que l'expédition a échoué. Que nous avons été emportés par la tempête et sommes morts gelés. Ou de faim. Quelque chose de paisible. Quelque chose d'humain. Qui ne les hantera pas pour le restant de leurs jours. Mais je me demande, est-ce que ce que je m'apprête à faire sera vu comme un suicide? Techniquement, c'est toujours moi. Biologiquement. Mais cette chose me ronge de l'intérieur. Elle prend possession de tout ce que je suis. Elle efface tout ce qui me définit. Je suis désolé. Désolé de ne pas avoir réussi à lui résister. De ne pas avoir pu défier ce parasite qui me contrôle. J'espère juste qu'aucun autre n'aura à vivre ça. Qu'aucun être humain ne saura ce que c'est que de se perdre ainsi, contaminé jusque dans la matière grise de son propre cerveau. Je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Ici Emma, de la cabine J, poste de recherche des États-Unis en Antarctique. Fin de transmission. Si ce message a bien été reçu, alors, vous n'aurez jamais entendu parler de moi, ni de notre mission. Si j'ai échoué, alors la population est probablement déjà infectée. Ce sera difficile à détecter au début, surtout si cette créature est maligne et sait se cacher. Mais croyez-moi, l'infection se propagera, d'un individu à l'autre, d'un foyer à l'autre, d'un continent à l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Bonne chance à tous. Soyez prudents, soyez vigilants, restez en vie. Et surtout, n'allez jamais voir ce qu'il y a sous la glace. Ça n'en vaut pas la peine. Laissez tomber.